avec le sociologue français spécialiste du phénomène de la guerre Gaston Boutoul, on note que l'homme peut être considéré comme un animal conflictuel et que plus se développent les contacts, les échanges et les relations entre les hommes, plus les motifs de conflits légers ou graves augmentent et qu'en règle générale, la masse des conflits croît avec la civilisation. Une telle certitude nous amène fatalement à cette conclusion. On ne peut pas échapper à la guerre. Puisqu'il en est ainsi, comment donc la rendre plus humaine? En fait, comme si on pouvait rendre la barbarie plus humaine. C'est là tout le sens du droit international humanitaire qui vise à limiter les effets des conflits armés et la raison d'être du Comité international de la Croix-Rouge. Comment générer le respect du droit international humanitaire? Et quel pourrait être le rôle des magistrats en Afrique francophone dans la mise en œuvre du DIH? Ce sont ces questions fondamentales et essentielles qui sont portées donc à la réflexion des différents experts réunis ici à l'occasion de ce panel. Oui, générer le respect du droit international humanitaire, rôle des magistrats en Afrique francophone. La question ou les questions, pourquoi ici, pourquoi maintenant et pourquoi l'Afrique francophone? Puisqu'on ne peut falsifier notre histoire passée ou contemporaine, nous allons sécher nos larmes, penser nos plaies, taire nos souffrances et rappeler que depuis quelques années, l'Afrique, après les sanglantes guerres de libération, a renoué avec les conflits armés. À tel point qu'il est plus aisé aujourd'hui de citer les pays qui n'ont pas été touchés par les guerres que d'énumérer ceux qui ont connu ou vivent encore dans les tourmentes ensanglantées des guerres absurdes. Et la liste, elle est longue. Les pays en conflit ou tentant de renaître des cendres encore brûlantes des guerres. Le Mali, depuis 2012, est en proie à un conflit armé opposant les forces armées gouvernementales à des groupes armés. La Guinée a subi en 2000 des agressions rebelles aux frontières avec la Sierra Leone et le Libéria, même si elle a réussi donc à stopper l'avancée des rebelles. La Côte d'Ivoire, de 2002 à 2007, a été confrontée à un conflit armé opposant le gouvernement en place à des groupes armés. En 2011, la crise post-électorale a débouché sur un conflit armé. Le Cameroun a eu un conflit frontalier avec le Nigeria et est aujourd'hui en conflit contre Boko Haram. Depuis 1996, la République démocratique du Congo a connu plusieurs conflits armés opposant les gouvernements successifs à des groupes armés et à d'autres États. Depuis 1982, le Sénégal, monsieur le juge, connaît un conflit armé en Casamance. Depuis 2015, un conflit est en cours dans le bassin du lac Tchad contre le groupe Boko Haram. Les pages sombres et rouges du sang des victimes sont interminables. Les pays francophones, les pays d'Afrique francophone, comme on le voit, sont donc directement touchés et concernés par les questions de répression des crimes de guerre, de développement de la justice pénale internationale, ainsi que celles liées au renforcement de la lutte contre l'immunité. Et pour cause donc. L'objectif de ce 14e débat, de ce 5 septembre 2016 à Abidjan, qui se veut une consultation d'experts, est clair. Comprendre et renforcer le rôle des magistrats africains francophones dans l'application, l'interprétation, la mise en œuvre et le respect du droit international humanitaire. Mesdames et messieurs, très peu de mesdames, comme d'habitude d'ailleurs, je vous salue. Colonel, quel est le rôle de la justice militaire pour assurer un meilleur respect du droit international humanitaire? La justice militaire, s'agissant spécifiquement des militaires comme justiciables, a pour rôle de juger tous les écarts de comportement des militaires dans l'exercice de leurs fonctions et même dans la vie quotidienne en caserne ou en dehors des casernes. Les militaires se retrouvent confrontés au droit international humanitaire dans les situations de conflits armés, pendant les combats ou post-combat. Les infractions qu'ils peuvent commettre sont multiples. Les militaires qui commettent ces infractions-là sont traduits devant les tribunaux militaires pour répondre de leurs actes, dès lors que ceux-ci ont été dûment constatés par les officiers de police judiciaire militaire après dénonciation ou en situation de flagrance. Est-ce que vous pensez que la sanction est suffisante pour prévenir les violations? C'est-à-dire que est-ce que la menace de sanction peut être dissuasive? Pour les militaires, oui. Pour les militaires, oui. La sanction est plus ou moins dissuasive, mais elle n'est pas suffisante, car elle agit a posteriori, après la commission des faits.
Ces faits-là, comme vous le convenez avec moi, ne se rattrapent plus. Il faut instaurer, je crois, une campagne d'information, d'éducation. Monsieur le juge, Monsieur Chekba, vous parliez donc tantôt de la question de la formation. On va donc revenir à la question de la connaissance et de l'appropriation par les magistrats du droit international humanitaire. Est-ce que vous pensez que les magistrats des juridictions pénales, qu'elles soient internes ou internationales, ont une tâche de dissuasion, d'explication pédagogique, en plus de leur fonction première de juger, quand on parle de DIH? Je vous remercie. J'aurais pu tout simplement résumer en répondant en 30 secondes à cette question, parce qu'en réalité, c'est les trois en même temps. Il me semble que juger, c'est à la fois tenter d'infliger une peine qui est appelée à être réparatrice, c'est également dissuader à l'égard de ceux qui ne sont pas encore là et qui savent qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, mais c'est également une pédagogie qui consiste à sauver des gens qui, si on les avait pris en compte beaucoup plus tôt, n'auraient pas certainement eu à commettre les infractions qu'ils ont pu commettre, quel qu'en soit le motif. Monsieur Chamala, quel est l'avis du CICR? Au-delà de la sanction, le magistrat peut-il contribuer autrement à améliorer le respect du droit international humanitaire, et dans ces conditions, ce serait comment? Vous en avez vu la démonstration ce matin. Au-delà de la sanction, qui est certes importante par son effet dissuasif, le magistrat peut contribuer à tout l'effort du développement du droit et de l'interprétation des règles du droit. La présentation du juge Meron, mon collègue Ba et les autres magistrats ici, c'est l'effort auquel les magistrats peuvent contribuer. C'est essentiellement à ces trois niveaux-là, au niveau de l'interprétation, au niveau du développement du droit international et en tenant compte des aspects du droit international humanitaire dans leur dispositif quand ils rédigent des jugements. Au-delà de la sanction, le magistrat a un rôle capital à jouer dans le développement et l'interprétation du droit international humanitaire. Colonel, je reviens vers vous. Interprétation, application en Afrique tout particulièrement, quelles sont les contraintes et les éventuels obstacles rencontrés par les magistrats entre théorie et pratique ou avec d'autres législations spécifiques, par exemple quand on parle d'amnistie ou d'immunité, lorsqu'ils décident d'appliquer le droit international humanitaire? Et au Cameroun, par exemple, le droit international humanitaire n'a pas été considéré en tant que tel dans un code unique et mis à la disposition des tribunaux pour son application. Il procède par contre d'un ensemble de règles qui se retrouvent de manière éparse dans différents codes, lois à portée générale, des lois spéciales de dévolution procédurale particulière et des lois spéciales de répression de certains fléaux, comme par exemple la loi portant répression des actes terroristes, et qui sont toutes des lois de l'arsenal juridique camerounais, applicables ou opposables à tous. Merci, colonel. Nous sommes donc sur la question de la coopération. La justice pénale internationale, monsieur le juge, monsieur Chekba, donc, suscite de nombreuses réactions, autant positives que négatives, y compris en Afrique. Quel est le rôle des juridictions nationales dans ce contexte et qu'en est-il de la coopération entre juridictions pénales internes d'Afrique francophone, d'une part, et entre ces juridictions et des juridictions pénales internationales, telles la CPI ou encore celles d'autres États? Je vous remercie, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut d'abord rappeler que le rôle et la place des juridictions pénales internationales obéit d'abord et avant tout au principe de subsidiarité. Cela veut dire quoi? Que ces juridictions-là ne devraient normalement entrer en jeu que lorsque les juridictions nationales des États concernés ne font pas leur rôle. On peut ne pas faire ce rôle au niveau national pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a absence manifeste de volonté politique de sanctionner les auteurs de crimes internationaux
comme ce que nous connaissons en droit international humanitaire, ou bien il y a une telle déliquescence de l'État concerné à tel point qu'aucune de ces institutions ne fonctionne ou n'a la capacité de faire face à ce type de crime. Dans les deux cas, le recours à la justice pénale internationale est requis. Parce que l'objectif, ce n'est pas de savoir qui juge. L'objectif, c'est de savoir pourquoi on juge. C'est parce que simplement, celui qui est concerné est une victime qui a droit à la justice. Et si au niveau national, on lui en offre aucune opportunité pour les deux raisons que je viens d'expliquer, il va falloir qu'on fasse recours à une justice internationale pour que l'impunité ne demeure ou ne reste la règle. Alors, un dernier tour de table avant de donner la parole à l'auditoire de la salle. En 5 minutes, en guise de conclusion, messieurs, comment voyez-vous le rôle des magistrats dans le futur relativement au respect du droit international humanitaire? Colonel, vous voulez bien commencer par répondre à cette question? Le rôle des magistrats est simple et immuable. Rendre la justice, et rien que la justice de manière impersonnelle, sans faveur ni passion, dans les affaires où le droit international humanitaire est d'application ou lorsqu'il les interpelle. En amont, ils doivent constamment s'imprégner de ces règles, susciter l'évolution du droit international humanitaire, l'évolution du droit interne, l'évolution du droit interne en la matière, en portant constamment à l'attention des collègues magistrats nommés dans les instances administratives, appelés à concevoir les textes qui régissent la vie quotidienne du pays, qu'il y a quelque chose qui résonne comme un vide à combler ou comme une insuffisance à améliorer la codification des règles du droit international humanitaire. Nous sommes convaincus que dans sa mission de dire le droit, le magistrat a un rôle capital par rapport à la promotion du droit international humanitaire et à sa mise en œuvre. De la promotion à la mise en œuvre, à la sanction à proprement parler, le magistrat a un rôle capital à jouer. C'est pour cette raison que nous n'avons pas hésité avec la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, à organiser cette consultation à l'attention de magistrats francophones. Finalement, c'est un effort collectif. Il ne concerne pas seulement les magistrats, mais il concerne tous ceux qui contribuent, qui doivent contribuer à l'application du droit international humanitaire. J'aime bien cette expression d'un auteur d'Afrique de l'Ouest, je pense à Cheikh Hamid Douba, qui disait « La connaissance est la seule richesse que nous pouvons dépenser sans courir le risque de nous appauvrir ». Pour nous, le magistrat doit contribuer à faire en sorte que ce droit soit connu et appliqué. Et cela sans courir le risque de s'appauvrir. Donc c'est notre conviction et on en est convaincu. On pense qu'il a un rôle capital à jouer de ce point de vue-là. Merci. Merci, M. Chamala. En tout cas, ce matin, nous nous sommes enrichis. Et merci à vous d'avoir permis donc que nous ayons pu élargir notre horizon en matière de connaissance du droit international humanitaire. Alors, le principe est simple, vous le connaissez, un doigt levé, un micro vous est donné, vous vous présentez, une question précise, concise et brève, ou alors une contribution précise, concise et brève pour qu'on aille rapidement et qu'on permette à beaucoup de personnes de parler. Nous allons commencer par devant nous, monsieur. Est-ce qu'au sein du CICR, il y a une structure qui peut saisir le procureur ou bien vous laissez le soin aux victimes elles-mêmes de saisir la juridiction compétente ou alors carrément pour les pays qui ont ce mécanisme-là, vous laissez le soin au procureur de s'auto-saisir comme c'est le cas au Bénin. Je vous remercie. Juste pour compléter sur la question de la confidentialité, que cette confidentialité du dialogue qu'a le CICR avec les différentes parties au conflit est extrêmement importante, et notamment par rapport à des processus judiciaires. Vous imaginez bien que si les parties avaient un doute
quant à ce que peut voir le CICR, ce qu'il peut dire. Si les partis pensaient que dans dans un avenir rapproché, cette information-là se retrouve devant un juge, dans des chefs d'accusation à leur encontre, ce serait un peu la fin de beaucoup des activités du CICR. Ça minerait grandement le lien de confiance qui peut exister entre ses interlocuteurs et le CICR. Et donc, c'est pourquoi le CICR ne participe pas aux enquêtes judiciaires, ne transmet pas d'informations. Les informations du CICR sont même protégées par cette confidentialité. D'ailleurs, le CICR a une immunité devant la Cour pénale internationale. Donc, les délégués CICR ne peuvent pas être forcés de témoigner et les documents du CICR ne peuvent pas être non plus utilisés en preuve. Merci. Merci à nos panélistes. Je suis Rogacienne Degrou de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. J'aimerais que, si possible, vous nous donniez quelques informations concernant la mise en place d'une chambre criminelle au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Et selon vous, est-ce que cette mise en place de la chambre criminelle serait une occasion pour les pays africains de se retirer de la Cour pénale internationale? Je vous remercie. J'aurais voulu ne pas avoir cette question-là parce que le juge Meron s'y est aventuré tout à l'heure, parce qu'en réalité, le débat en Afrique par rapport à la Cour pénale internationale déjà existante au niveau universel, donc, c'est la question de l'immunité des chefs d'État. Alors, parce que la particularité de la Cour pénale internationale, c'est l'absence d'immunité prévue en raison de la qualité de la personne. Qui que vous soyez, si votre responsabilité est engagée, vous ne pouvez pas invoquer votre qualité officielle pour échapper à la sanction ou à la poursuite. Alors, ce qui pose problème, notamment à la société civile africaine, en ce qui concerne le protocole relatif à la fusion des deux sections actuellement existantes au niveau africain en ce qui concerne la Cour de justice au niveau de l'Union africaine et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est que ça vise à en faire également une cour, disons, pénale. Mais le problème se pose au niveau simplement du statut qui, contrairement à celui de la Cour pénale internationale, n'exclut pas l'immunité en ce qui concerne les chefs d'État en exercice. Je pense que c'est ça la difficulté et c'est ça qui en fait un projet assez suspect qui attire l'attention de la société civile africaine et c'est pour ça que les gens n'en veulent pas et malheureusement c'est en cours de ratification. Est-ce que ça tend à faire échapper aux chefs d'État africains à la poursuite devant la Cour pénale internationale? Je ne pense pas. Autant au niveau national, une juridiction nationale a refusé de juger ou a fait des procès expéditifs pour faire échapper certains à la sanction, autant la Cour pénale internationale ne sera pas entravée dans son fonctionnement par l'existence d'une cour qui viserait à protéger une catégorie de personnes au sein de la population africaine, fût-il des chefs d'État. Je ne pense pas que ça puisse les sauver d'une poursuite internationale devant la Cour pénale internationale. C'est ça que je voulais faire comme précision. Merci. Merci beaucoup. Je vais dire merci au colonel Mvondo. Merci Monsieur Chekba, merci Monsieur Chamala, merci à toutes les intervenantes et tous les intervenants, merci à toutes les participantes et à tous les participants. En tout cas, merci pour vos éclairages et réflexions qui participent donc de l'humanisation de notre fraternité et de la consolidation des assises de notre vivre ensemble dans le respect de nos dignités et des droits de chaque être humain. Mesdames et messieurs les magistrats, il vous revient de générer le respect du droit humanitaire international pour un monde plus habitable pour tous. Merci de votre engagement.